Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis. Cette semaine, c'est exclusivement sur Equidox Télévision. L'homme d'affaires français Vincent Bolloré constitue-t-il une menace pour l'Afrique ou plutôt il est à classer parmi les amis du continent qui participent à le faire prospérer? Après une garde à vue en France et une mise en examen, le débat sur le rôle de l'industriel français sur le continent africain fait plus que jamais rage. L'intéressé lui-même s'interroge s'il doit poursuivre ses activités en Afrique, mais surtout pointe les accusations infondées selon lui contre sa personne. Nous évoquerons cette question dans ce débat avec notre invité. Autre sujet d'intérêt pour nous cette semaine dans cette édition de Géopolis, l'abolition de la traite négrière 170 ans après. Qu'en est-il aujourd'hui de cette évolution? Les Noirs sont-ils considérés à leur juste valeur dans le monde? Et même, quelles auront été les conséquences sur les plans économiques et politiques, puisque notre invité a un pied dans les questions économiques. Et justement, pour évoquer toutes ces préoccupations avec nous ce soir, nous recevons le professeur Raymond Ebalé. Bonsoir, professeur Raymond Ebalé. Bonsoir à vos téléspectateurs. Oui, vous êtes historien économique, spécialiste des questions économiques. C'est bien cela. C'est ça. Vous enseignez au département d'histoire de l'université de Yaoundé 1. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier intitulé « Les accords de partenariat économique, le cas de l'Afrique centrale et du Cameroun ». Alors, justement, ces accords de partenariat économique, on en a beaucoup parlé. Ils ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quel bilan on peut en faire à partir de votre livre? Déjà, c'est un livre, je regrette un tout petit peu, qui est passé un peu inaperçu ici au Cameroun. C'est un gros livre d'environ 400 pages que j'ai écrit sur une période de 8 années. Parce que c'est un livre que j'ai commencé, je pense, en 2007 et que j'ai achevé en 2016 parce que vous savez, les APE, c'était un sujet très fuyant. À chaque fois que je voulais arrêter de lire, il y avait un événement nouveau qui intervenait. Et j'avais décidé d'arrêter le livre au moment où le Cameroun a ratifié l'APE et a décidé de le mettre en œuvre. Vous savez que le Cameroun met l'APE en œuvre depuis août 2016. Alors quel bilan? Je crois que les bilans qu'on est en train de tirer en ce moment, c'est les bilans justement des retombées. Depuis que le Cameroun met dans cet accord en œuvre. Il y a eu des retombées dans quel sens? Dans ce sens que le Cameroun ce qu'on avait prévu est en train de s'accomplir. On avait prévu quoi? Il était dit que le Cameroun allait connaître une chute importante de ses recettes douanières, fiscales. Et les derniers chiffres sont... Quand même on veut les minorer, les derniers chiffres sont alarmants. C'est qu'au terme de 18 mois de mise en œuvre des APE, le Cameroun est environ à 5 milliards de pertes de recettes douanières. Pour un pays comme le nôtre, nous pensons que c'est assez important et c'est assez inquiétant. Alors, mais le Cameroun a fait pratiquement cavalier seul dans la mise en place de cette APE avec l'Union européenne. Mais en même temps, il a annoncé par la suite qu'il revenait dans la stratégie régionale, sous-régionale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que la stratégie régionale est toujours bloquée. Parce qu'en fait, quand il faut comprendre les APE au niveau de la négociation sous-régionale Afrique centrale, en fait, il n'y a que 3 pays qui étaient concernés par les APE, à savoir le Cameroun, le Congo et le Gabon. Sachant que les APE en Afrique centrale sont négociés entre l'Union européenne et 8 pays. Donc, les 5 autres pays, à savoir le RDC, Sao Tomé, RCA, Guinée, Équateur et Tchad, sont classés pays moins avancés. Donc, c'est des pays qui ne sont pratiquement concernés par les APE. Donc, l'APE devait se négocier entre trois États. Bon, le Cameroun a décidé de s'engager tout seul. Et vous savez toutes les conséquences que cela a posées dans la cohérence politique, économique de la sous-région, parce que jusqu'à ce jour, le Gabon et le
le Gabon et le Congo n'ont jamais pardonné au Cameroun d'avoir pris cette initiative. À ce moment, la stratégie régionale est toujours bloquée. Bon, mais c'est une impasse. Et le Cameroun va-t-il donc poursuivre la mise en place, étant donné que le Cameroun s'est engagé, l'impasse maintenant semble être dans la négociation entre les autres pays et l'Union européenne. Parce qu'il y a une diplomatie souterraine qui est en train de se passer pour ramener donc les autres pays, et principalement le Congo et le Gabon, à rejoindre le Cameroun maintenant pour faire un accord régional. Mais jusqu'à ce jour, tout est encore bloqué. D'accord. Alors, merci pour cette précision. Vous qui êtes le spécialiste de ces questions, on aura l'occasion de vous faire venir pour qu'on parle uniquement de ces questions des APE qui, c'est vrai, cristallisent l'attention chaque fois qu'il en est question. Alors, professeur Raymond Ebalé, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'affaire Bolloré. Alors, Bolloré, c'est un homme... selon les endroits où on se trouve, maudit par-ci, béni par-là. Finalement, qui est Vincent Bolloré aujourd'hui en Afrique? Comment on doit présenter cet industriel français? Bon, Vincent Bolloré, il est connu. Nous savons que c'est un entrepreneur français qui a jeté son dévolu sur le continent africain, notamment l'Afrique noire. Et quand j'ai essayé de faire mes recherches, j'ai lu que c'est quelqu'un qui a trouvé un filon que les autres entrepreneurs français boudaient. Ça date pratiquement des années 80, début des années 90. Il a trouvé une opportunité, n'est-ce pas, en constatant qu'il y a certains secteurs en Afrique qui ne semblent pas bien marcher. Par exemple? Bon, vous savez qu'il est en majorité dans les ports, au-delà d'autres investissements qu'il est en train de faire dans l'agriculture, dans la communication. Bon, et c'est comme ça que cet homme, donc, il a réussi donc à bâtir, comment on l'appelle maintenant, cet empire en Afrique, et il est connu comme tel, peut-être critiqué par ses méthodes, mais le fait qu'il est là, Bolloré est là, comment il faut le prendre, ça dépend de la position, de l'attitude qu'on peut adopter. Mais il vient d'avoir cette garde à vue, professeur Raymond Ebalé. Garde à vue en France, mise en examen pour corruption d'agents publics, notamment dans l'attribution des ports, de la gestion des ports de Conakry et de Lomé notamment. Oui, nous sommes au courant de ça, mais ce qui est paradoxal et bizarre, c'est que Bolloré est mis en examen en France, mais on n'a entendu aucun nom ou bien aucune personnalité africaine également mise en examen. Parce que si on met Bolloré en examen en France pour des problèmes de corruption au Togo et en Guinée, ben, ça signifie que cette corruption s'est faite sûrement avec des personnes qui se trouvent au Togo et des personnes qui se trouvent en Guinée. Alors, qui sont ces personnes donc que Bolloré a corrompues en Afrique? Qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes? Et de dire maintenant qu'on s'acharne uniquement sur Bolloré, est-ce que l'enquête a été véritablement également menée au niveau du continent africain, ou bien c'est une enquête qui a été menée exclusivement en France, ou que cette corruption a eu lieu en France? Et c'est une affaire qui reste Alors, le président guinéen Alpha Condé dit qu'il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Bon, ben, il va falloir, d'après ce qu'expliquent les spécialistes du droit, que la preuve de son innocence soit d'abord établie avant qu'il ne puisse porter plainte. Mais il dit qu'il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse dans cette affaire. Vous croyez que c'est une démarche tout à fait sérieuse? C'est une démarche, comment dire, elle est simpliste. Oui. Parce que vous savez que dans ces affaires-là, dans ces affaires-là, il n'y a jamais de traces écrites, parce qu'on reproche qu'il a corrompu. Et vous savez que lorsque ces étrangers viennent en Afrique pour faire les affaires, on ne saura jamais, donc vous ne saurez jamais où et comment cela se fait. En portant plainte, le président guinéen sait très bien qu'il n'y aura jamais de preuve de cette corruption. Parce que je ne pense pas que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait lorsque ces concessions sont signées, qu'il y a des papiers. Il y a des papiers officiels. Bon, maintenant, tout ce qui est officieux,
ça sera difficile à tracer. Moi, je pense que c'est une démarche... Mais il y a quand même, professeur Raymond Imbalé, les méthodes de Vincent Bolloré. C'est ce qu'on pointe là. Les méthodes de Vincent Bolloré, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. On dit Vincent Bolloré écarte systématiquement ses adversaires. Il s'est mis les chefs d'État dans la poche. Il a souvent été reçu par le chef d'État camerounais. Mais oui. Il a aussi le port. Il a quand même des ports ici. Oui, bon. Et on parle de concessions. Alors, vous qui êtes historien... Les gens en parlent. Bon, oui. C'est un homme d'affaires. Oui. Hein? Et on sait que dans les affaires sont les affaires. Ben, c'est le plus fort qui l'emporte. Parce que pour que Bolloré en arrive là, il faut que Bolloré trouve aussi sur son chemin des gens qui sont prêts à accepter ses propositions, des gens qui sont prêts à lui faciliter cette tâche. Bon, et c'est là tout le problème avec les Africains. Lorsque Bolloré vient en Afrique et que Bolloré vient agir en Afrique, mais Bolloré trouve des Africains en place, Bolloré traite avec les Africains. Maintenant, si ces Africains refutent les méthodes de Bolloré, mais ils n'ont qu'à lui dire non lorsqu'il vient faire des propositions. Oui, donc vous nous dites que s'il y a corruption, c'est que les Africains eux-mêmes sont évidemment partie prenante à cette corruption-là. Évidemment. Mais est-ce que Bolloré ne pourrait pas faire les affaires en Afrique sans recourir à la corruption? Il pourrait aussi les faire de manière clean. Mais s'il en arrive à corrompre, c'est peut-être parce que c'est le seul argument. Bon, justement, que... écoute, Zogo, oui. Moi j'ai vécu en Europe. Ce n'est pas dit qu'en Europe il n'y a pas de corruption, vous comprenez. Beaucoup d'investisseurs étrangers qui veulent venir en Afrique pour investir, veulent vraiment venir parce que, parce que le Cameroun se vend, tous les pays africains se vendent. Dit bon, venez, voilà, nos cocos d'investissement est comme ça, faciliter des entreprises. Maintenant, quand ces investisseurs arrivent en Afrique, et qui voient une différence entre ce qui est dit lorsque le pays se vend et la réalité sur le terrain, et qu'ils veulent faire, ils veulent faire leurs affaires. Alors, ils sont obligés parfois, pour s'installer, de s'adapter à la réalité qu'ils trouvent sur le terrain. Personne n'est dupe ou personne ne va faire l'autruche pour dire que ce phénomène de la corruption est réel. Bon, et maintenant, à Bolloré de peser dit, bon, ok, moi je vais entrer dans ce système de corruption, l'essentiel que je puisse obtenir ce que je veux pour faire mes affaires. Moi, je pense que c'est à nous, les Africains, n'est-ce pas, lorsque Bolloré vient, de dire que voilà, Bolloré, comment ça fonctionne, mais ce n'est généralement pas le cas. Donc, de ce côté, je ne peux pas condamner cet homme. Oui, donc, il achète, il fait ce qu'il veut à la limite. On a quand même vu que le port de Kribi était pas loin de lui échapper, mais il a réussi à se repositionner dans ce dossier et on lui a attribué justement... Vous savez que c'est des méandres. On ne peut pas toujours peut-être dire qu'il y aura la corruption. Peut-être que les amitiés peuvent jouer. Les amitiés justement de Bolloré, parlons-en. Les amitiés de Bolloré, c'est d'abord la plupart des chefs d'État sont ses amis. Oui. Il a réussi à le faire. Oui. Et comment ça? Comment est-ce que c'est parce qu'on a un homme d'affaires qu'on a forcément pour ami des chefs d'État? C'est son entre-gens, ce sont ses démarches. Il a ses méthodes. Si nous sommes amis à un chef d'État et que nous sommes vraiment amis, il sera difficile que le chef d'État m'accorde aussi des facilités. C'est ça qui fait ses avantages. Je dis, s'il est ami au chef d'État et que cette amitié, elle est vraiment sincère, comment voulez-vous que ce chef d'État ne lui accorde pas ces facilités? Bon, je veux dire que ce n'est pas toujours la corruption, mais ça peut être des relations d'amitié, ça peut être des entre-gens comme celle-là. Alors, mais aussi, quand même, on voit que Bolloré cible un certain nombre de personnes, des hauts cadres, des gens qui ont une influence certaine, mais finalement, c'est pour influencer tout le système. Oui, sinon, le noyauté, quand même, professeur Raymond. Oui, c'est sa stratégie. Oui. Hein? Moi, j'ai lu que la stratégie de recrutement de Bolloré, c'est que Bolloré privilégie des personnalités qui ont occupé des postes importants, dans un pays. Vous allez voir que dans le portefeuille des cadres de Bolloré en Afrique, c'est les anciens ministres, c'est des grands anciens directeurs généraux. Hein? Bon, je n'ai pas entendu parler qu'il y a encore des anciens chefs de l'État, non. Hein? Et c'est sa stratégie, sachant que lorsqu'il recrute ses anciens cadres, ses anciens hauts cadres, il va bénéficier de
leur carnet d'adresse. Hein. Parfois, ce n'est même pas parfois l'expertise, parce que vous savez que l'expertise est technique. Alors, ces hauts cadres sont recrutés à cause de leurs adresses, à cause de leurs relations, qui vont faciliter beaucoup de choses à Bolloré. Oui, mais là, on voit que Bolloré, quand vous nous expliquez comme cela, on se rend compte que Bolloré est un homme très puissant, mais quand même, il a été, je n'ai pas envie de dire attrapé, puisque l'instruction dans cette affaire est en cours, il a été mis en examen. Garde à vue quand même de Bolloré. Oui. C'est un vrai séisme, là, professeur. On ne s'attendait pas à ça. Même en France, bon, c'est vrai qu'en Afrique, c'est une autre histoire. Mais en France, quand même... Non, moi, je pense que dans cette affaire, il y a quelque chose, tout n'est pas dit dans cette affaire. Ah bon? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on met Bolloré en examen pour une affaire de corruption, mais qui sont donc les corrupteurs? Moi, je pense qu'il va falloir éclairer cette... Qui sont les corrupteurs? Qui Bolloré a corrompu? Comment Bolloré a corrompu? À combien Bolloré a corrompu? Pour que cette affaire soit... Ça concerne deux pays africains. Au moins, oui. Bon, moi, je ne sais pas sur quelle base les juges africains, les juges français, n'est-ce pas, ont décidé de cette situation, à moins que peut-être qu'il y a un revirement. Hein, dans ce qu'on appelle la France-Afrique. Est-ce qu'il y a... On est en train de lâcher. Est-ce qu'on lâche Bolloré? Est-ce que c'est quand même le tout-puissant Bolloré? Est-ce qu'on l'a lâché? Est-ce que vous pouvez penser que vous qui êtes dans les questions économiques, oui, la France-Afrique, c'est de gros intérêts? C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Les relations entre les patrons français investissant en Afrique et le pouvoir. Bon, en fait, il y a eu des évolutions. Hein, quand vous prenez des systèmes, à un moment... C'est-à-dire que sous De Gaulle, c'est le parent. Non, De Gaulle, c'est hier. Je veux dire, De Gaulle, c'est hier. Je dis, nous rentrons au début de l'ère coloniale. Tout à fait. Ou au début, dans certaines recherches, il est même démontré que les responsables politiques ne soutenaient même pas les entrepreneurs. Mais c'est après la révolution industrielle, ce qu'on appelait le scramble, là, quand tous les pays européens ont commencé à se passer partager l'Afrique, que le pouvoir politique français va se rendre compte de l'importance de soutenir les entrepreneurs. Donc, du coup, à partir des années 20 au moins, hein. Années 20, après la guerre. La Première Guerre mondiale. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté, parce que Bolloré pour la France, par rapport à l'Afrique, Bolloré, s'il faut vraiment peser, ses investissements en Afrique rapportent beaucoup à la France. Tout le monde sait que Bolloré a eu des relations privilégiées avec certains chefs de l'État, depuis Giscard d'Estaing, Chirac, et Mitterrand et même Sarkozy. Oui. Hein? Je veux dire, s'il est mis en examen maintenant, c'est qu'il y a... Je m'interroge s'il n'y a pas une petite révolution qui est en train de se passer. Moi, je pense que c'est une affaire franco-française. Qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Qui n'a rien à voir avec... Parce que si cette affaire avait à voir avec l'Afrique, on aurait également donné les noms, n'est-ce pas, de ceux qui ont participé à ce système de corruption en Afrique. Il y aurait eu quelques noms qui seraient sortis du Togo, il y aurait quelques noms qui seraient sortis de... Mais peut-être le procès est renvoyé aux assises, il va dire, bon voilà, dans tel dossier, puisque la justice française est claire, elle dit corruption d'agents publics dans le cadre de l'attribution, de la gestion du port de Conakry et du port de Lomé, donc on va citer peut-être des noms. Oui, c'est pour ça qu'il dit donc que c'est une affaire que nous devons suivre avec beaucoup. Vous n'en pensez pas moins qu'il s'agit d'une révolution, une petite révolution, là c'est un séisme quand même mis en accusation, Bolloré mis en accusation, ce n'est pas en Afrique, mais en ce qui concerne l'Afrique, vous ne pensez pas qu'on puisse s'inquiéter ici? Ici en Afrique, Bolloré, ben, ça dépend de... Est-ce que il y a le procès par exemple des ECA sur la tragédie, sur l'accident du train. Je pense que le procès est en cours, parce que le problème avec cette affaire, c'est de voir la position de Bolloré en Afrique. Alors, vous voulez condamner maintenant cet homme, mais cet homme est venu avec des projets, mais vous l'avez accepté. C'est vous qui avez accordé des concessions, encore que je n'aime pas le mot. Ah bon, pourquoi vous n'aimez pas ce mot, professeur? Je n'aime pas Pourquoi vous n'aimez pas ce mot, professeur? Je n'aime pas le mot concession. À quoi est-ce qu'il renvoie? Il est historiquement et, je vais dire, politiquement correct de parler encore de concession au XXIe siècle. Parce que les concessions, c'est un mot qui est né au XVIIIe, XIXe siècle, lorsque l'Afrique était partagée et que les colons venaient... et que les colons arrivaient, trouvaient un grand chef traditionnel et dit voilà, nous sommes venus, nous voulons avoir la concession
la concession sur vos terres. Bon, et je disais que les concessions à cette époque, hein, les chefs accordaient des concessions aux colons avec l'idée noble. Peut-être qu'on va les tromper, mais avec l'idée noble qu'ils pensaient que dans ces concessions, leur population allait en profiter. C'était ça les concessions à l'époque. Hein. Quand bien même les Français prenaient tout, hein, le pacte colonial, pour tout rentrer dans la métropole. Mais parler encore de concession au XXe siècle, je ne comprends pas. C'est comme si on a pris l'Afrique, on a ramené l'Afrique au XVIIIe siècle. On dit, on donne la concession des chemins de fer à Bolloré, on donne la concession des ports à Bolloré, à la différence cette fois-ci qu'au XXe siècle. Lorsque nous accordons ces concessions, les intérêts qui sont derrière la concession ne sont plus des intérêts collectifs, c'est-à-dire pour la société, pour la nation. Vous allez voir que dans les concessions qu'on accorde aujourd'hui il y a des rétrocommissions, il y a des gens qui ont pris de l'argent. Les concessions ne bénéficient qu'à ceux qui signent les contrats. C'est-à-dire, OK, Bolloré, nous te donnons la concession des chemins de fer, je veux parler un peu comme au pays, donne-moi ma part. Et le reste, tu en fais. On lui a accordé la concession des chemins de fer, mais maintenant, est-ce que maintenant il y a eu un suivi au Cameroun possible? Dans cette concession, je crois qu'il y a des conditions, il y a des conditionnalités, il y a des cahiers de charges à remplir. Alors, ces cahiers de charges, le cahier de charges, on ne suit pas le cahier de charges. Hein? Et puis, une catastrophe comme celle-là arrive. S'il y avait eu des gens responsables pour suivre le cahier de charges, ce qui a été dit dans le cahier de charges, je crois que cet accident-là ne serait pas arrivé. Et moi, je dis, je veux retourner pour dire qu'une grande responsabilité nous incombe. Dans cette affaire-là. Alors, Bolloré, après sa garde à vue et sa mise en examen, a publié une tribune dans laquelle il s'interroge. Est-ce qu'il faut continuer à rester en Afrique? Est-ce que, bon, d'aucuns criaient tout de suite, c'est du chantage. Bolloré veut nous faire du chantage. Il pense qu'il est aussi incontournable, aussi indispensable à l'Afrique que cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est quand même quelqu'un d'industriel qui pèse lourd. Oui, il pèse lourd. Oui. Et moi, je pense que un départ de Bolloré en Afrique, notamment en Afrique noire, au regard des investissements que cet homme a fait, hein, au regard des améliorations qu'il a apportées dans bien des domaines de nos pays, c'est-à-dire que je prends le cas des ports. Hein. Je pense que du Cameroun au Togo jusqu'en Guinée, d'aucuns reconnaissent que les améliorations techniques, l'expertise technique hein, que Bolloré a apportée dans ces ports-là, elle est notable. Hein, parce que je suivais dernièrement quelqu'un qui disait que il parlait de quel port là, je crois qu'il devait parler du port soit de Cotonou, soit de Lomé, que avant Bolloré, c'était un grand centre commercial de corruption. Et vous voyez que quand Bolloré commence à prendre ses ports au début des années 90, parce que c'est des ports qui généraient vous savez que les ports, c'est les points d'entrée de nos pays pour nos importations, nos exportations. Les flux atteignaient à peine 10 à 15%. Alors Bolloré arrive, les ports sont améliorés, vous voyez comment les exportations de ces pays explosent. Vous savez, quand les exportations explosent, c'est également des rentrées financières. Je pense qu'il a été également dit qu'au niveau de l'expertise de Bolloré, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que la main-d'œuvre de Bolloré, les améliorations techniques. Vous savez que Bolloré, c'est un grand groupe qui est dans beaucoup. Bolloré, c'est un groupe qui fait même dans des instruments pour améliorer l'accessibilité de ces infrastructures-là. Moi, je pense que, imaginez maintenant que Bolloré quitte ses ports. Hein, mon ami Zogo, moi je parie que si Bolloré quitte ses ports, nous allons rentrer au Moyen-Âge. Parce que l'ancien système... Mais on dit qu'il y a des Asiatiques qui sont là, qui peuvent nous apporter des réponses. Oui, bon, les Asiatiques, mais comment se fait-il donc que... Ça signifie que dans tous les ports africains, l'Afrique n'a pas préparé des expertises pour gérer les ports. C'est toujours les étrangers. Et quand on dit gérer les ports, c'est surtout les terminaux là, les terminaux à conteneurs, là où le gros du matériel qui accueille dans les ports arrive. Est-ce que le Cameroun n'a pas formé des jeunes pour gérer les terminaux? Est-ce que le Togo n'a pas formé des jeunes pour gérer les terminaux? Est-ce que
on pouvait dire à Bolloré, oui, forme également nos jeunes à la gestion de ces choses. Bon, auquel cas, à un moment donné, nous allons dire à Bolloré de partir. Mais maintenant, est-ce que dans la stratégie de Bolloré, il est prévu cette formation, sachant que s'il forme les nationaux, il va perdre. Moi, je pense que si Bolloré lâche les ports, nous allons rentrer beaucoup en arrière. Mais il a aussi diversifié. Bon. Par exemple, oui, il est dans le rail aussi, on parlait de il est dans les rails. Il est dans, d'ailleurs, les technologies de l'électricité. Parce que l'arrivée de Bolloré est venue aussi, parce qu'il y a eu il a profité d'un certain nombre de facteurs qui font qu'aujourd'hui, si Bolloré s'en va, est-ce que ces facteurs-là ont trouvé solution? Bon, Bolloré a profité beaucoup plus des privatisations en Afrique. Il s'est engouffré dans la brèche. Bon, la brèche des privatisations. Mais alors, ces privatisations sont arrivées dans quel contexte? Bon, justement, qu'est-ce qui a amené dans les privatisations? Oui, mais c'est quand même c'est encore ces institutions internationales qui ont imposé les privatisations. On a amené les privatisations parce qu'après des audits, après on a fait des audits, on s'est rendu compte que les entreprises étaient mal gérées. Je pense que si la régie Faircam, qui est devenue Camrail, qui a été gérée d'une certaine manière à une certaine époque, les privatisations sont venues parce qu'on s'est rendu compte que les Africains sont incapables de gérer ces structures. Il faut qu'on se le dise. Les Africains sont incapables. Est-ce qu'aujourd'hui, Bolloré peut me vous donner des plateaux techniques? Et maintenant, Bolloré s'en va avec son personnel. Qu'adviendra-t-il même de ce matériel, puisque même ici en Afrique, nous sommes incapables de faire le minimum qu'on appelle, comment on appelle ça, l'entretien, la maintenance du matériel. Laissez les Africains dans ces ports-là pour un mois, que vous allez voir que toutes ces machines-là vont tomber en panne. C'est pourquoi je dis, si Bolloré fait cette tribune, oui, on peut le décrier. Je ne le défends pas de manière... décrier, mais c'est un monsieur qui a apporté un plus dans ces choses-là. Maintenant, c'est peut-être aux Africains d'aller à cette école. Comment il fait pour gérer les ports? Allons apprendre. Comment il fait pour gérer les terminaux? Allons apprendre. Sans compter le volet emploi. Qui est important. On parle, je ne sais pas si c'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'emplois que Bolloré a donné à l'Afrique. Maintenant, si Bolloré se retire, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces emplois-là? Je pense que ce qu'il y a à faire seulement, c'est... Donc vous ne croyez pas beaucoup qu'il puisse se retirer? C'est un coup de semonce, mais qu'il ne va pas aller plus loin que ça. Oui. Parce que même les politiques n'ont pas intérêt à ce qu'il le fasse. Même nos dirigeants savent que si Bolloré se retire, il y aura beaucoup de choses qui vont tomber. Maintenant, étant donné que le partenariat est établi, je pense qu'il faut peut-être maintenant engager des discussions pour dire, bon voilà, essayons de faire des choses beaucoup plus au clair. On essaie de cacher le volet corruption. Mais je pense que si Bolloré se retire, les pays africains vont en souffrir. J'en suis convaincu. Alors oui, merci. Ça, c'était la première grande halte de cette émission sur le cas Bolloré. On aura l'occasion d'en rediscuter, professeur Raymond Ebalé. Mais vous concluez, vous, que le partenariat, ou si vous voulez le mariage des raisons entre Vincent Bolloré et l'Afrique est appelé à se poursuivre pour longtemps encore? Oui, de mon point de vue, je pense qu'il va se poursuivre. Peut-être, comme je le dis, tout est affaire des générations, jusqu'à ce qu'une autre génération va arriver et peut-être va remettre cela en cause. Parce que la génération actuelle, je ne pense pas. Alors, l'autre point qui nous intéresse dans cette émission, professeur Raymond Ebalé, c'est l'abolition de la traite négrière, notamment dans l'espace qui dépendait de la France, 1848. Donc nous sommes un peu plus de 170 ans plus tard, et c'est un événement grandiose, puisqu'il a permis effectivement, avec l'entremise d'un Victor Schellcher, secrétaire d'État aux colonies, de mettre un terme à cette pratique qui était immonde, mais qui a quand même vu pendant près de 3 siècles les Africains vendus comme du bétail, notamment en Occident. Ils sont partis pour l'Amérique, d'autres sont allés aux Antilles, et ainsi de suite. Il y a eu quand même
sur les chiffres, on a parlé de beaucoup d'Africains, de millions d'Africains. On pourrait quand même dire que la CEI a été très importante. Alors, 170 ans après, quelle est la portée qu'on peut donner à un événement comme celui-là? Oui, sur la traite négrière, je suis un peu, en tant qu'historien africain, en tant que citoyen africain, j'ai toujours été déçu et même, je vais dire, je ne sais pas le terme que je peux utiliser, comment les Africains prennent cette affaire de traite. J'ai l'impression que les Africains n'ont pas encore réellement pris conscience de ce que cela, a été. Ça a été quelque chose de très grave. Si ça n'a pas été le cas, c'est qu'on a peut-être déjà tué les débats sur la traite négrière. Bon, imaginez, prenons un cliché. Où un blanc vient et dit en chef, je veux les esclaves, d'accord? Le père a 60 ans, la mère a peut-être 5 ans, le premier fils a peut-être 40, le deuxième fils. Vous imaginez? Et puis on vous ramasse là, hein? Je crois que c'est en Bimbia là-bas, sur la côte vers Limbe, là-bas qu'on nous amenait. Et puis arrivé là-bas, le père va en Amérique du Nord, la mère va au Brésil. Le fils va, je ne sais pas, au Mexique, je ne sais pas là où ils allaient. Vous voyez comment une famille est déchirée et vous ne vous reverrez plus jamais jusqu'à la mort. Mais quand je vois cette image, je me dis que les Africains n'ont pas encore pris conscience. Bon, la preuve, c'est qu'on a célébré cette moi, j'ai beaucoup plus entendu ce qui s'est fait en France. Plutôt qu'ici. Mais au Cameroun, je ne sais même pas si Assia TV a dit ces informations. Je ne sais pas si des jeunes Africains ont été au courant. Mais je vais d'abord dire quelque chose. C'est que les thèses sont révisées. Hein? Parce qu'elle dit, la France a aboli. C'est elle qui a aboli. Cette thèse est déjà caduque. Hein? Les dernières recherches ont montré clairement et distinctement que ce sont les révoltes des esclaves qui ont amené à l'abolition. Tout à fait. Et non une décision d'un secrétaire d'État, Victor Schellcher, comme cela a été écrit longtemps dans l'histoire. C'était les révoltes des esclaves. Absolument. Vous savez qu'à Haïti, là-bas, comment il s'appelait, Toussaint Louverture a administré des raclés et des raclés à l'armée française. C'est avec la répétition donc, de ces révoltes, avec la répétition et les conséquences de ces révoltes que ces gens-là ont décidé d'arrêter. Donc l'abolition a été le fait des Noirs. C'est les Noirs eux-mêmes qui ont amené l'abolition de la traite. Ça, ce que je vous dis là, vous ne trouverez jamais ça dans un livre d'histoire en France. Ils ne l'écriront jamais. On ne l'écrira jamais. Oui. Vous comprenez? Et la thèse dont je vous parle là, c'est sûr que même ici, même les jeunes Africains, on n'enseigne pas cette thèse parce que quand je regarde nos manuels d'histoire d'aujourd'hui, comme je le dis souvent à mes étudiants, le monde avance, l'Afrique reste toujours au Moyen-Âge. C'est terrible. Je le dis toujours à mes étudiants. Au fur et à mesure que le monde avance, les programmes scolaires restent figés. On enseigne encore à l'université l'Amérique précolombienne. Et quand bien ce cours existe à l'université sur la traite, comment vous l'enseignez ce cours? Parce qu'on peut l'enseigner encore jusqu'aujourd'hui, mais comment l'enseigner? Vous comprenez? Alors moi je pense que la traite, la prise de conscience n'est pas encore totale en Afrique noire. Et cette prise de conscience doit commencer par les dirigeants. Mais où sont les journées de l'abolition de la traite? Une journée comme celle-ci ne doit pas passer inaperçue dans un pays comme le Cameroun, des pays qui ont connu la traite. Il faut que, de la maternelle, en passant par l'école primaire, les collèges, et même dans l'opinion, qu'on sache que ce jour-ci, on célèbre quelque chose. Pourquoi ne même pas faire ce jour-là férié dans un pays comme le Cameroun? Et qu'on va organiser des petites excursions, des petits ateliers dans les écoles primaires. Voilà ce qui s'est passé. Parce que le danger d'enseigner cela, c'est de ne pas l'enseigner avec la haine. C'est-à-dire pour dire aux petits-enfants de la maternelle, pour dire, vous voyez les Blancs, parce que ça peut créer... Mais c'est une journée de commémoration. Commémoration qu'on se souvienne. On dit aux petits-enfants de la maternelle, aujourd'hui il n'y a pas classe. Hein?
Demain, il n'y a pas... On leur dit ça à la veille, demain, il n'y a pas école. Ah, monsieur, pourquoi il n'y a pas de classe demain? Il n'y a pas école parce que nous allons nous souvenir de quelque chose qui s'est passé dans la vie de vos papas, de vos grands-pères, de vos arrière-grands-pères. Les Blancs ont fait ça, les Blancs ont fait ça, les Blancs ont fait ça. Tant pis si dans ces petits-enfants-là, un lui va prendre conscience, ah, c'est ce que les Blancs nous ont fait. Vous savez que c'est comme ça que les gens ont changé les mondes. Bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes Français, comme je dis souvent à mes étudiants, aujourd'hui, le jeune Français qui entre à l'école maternelle, à l'école primaire, quand il arrive à un certain niveau, il se dit, quand il arrive au cours élémentaire, il se dit que les Africains sont pauvres. Ils sont pauvres, oui. C'est qu'on le lui a inculqué. On l'inculque ça où? Oui. Mais on inculque ça à l'école. Bon, alors, moi, je pense que cette affaire les traite, l'Afrique n'a pas encore véritablement pris conscience. Il y a eu des études qui ont démontré 6 millions. Oui, 6 millions au moins. L'Holocauste avec Israël. C'est à peu près la même... À peu près 5 millions. Oui. La traite a dépassé ça. Mais comment Israël a fait pour capitaliser ce qui s'est passé avec le régime nazi. Et que jusqu'à aujourd'hui, les Africains aussi n'arrivent pas à capitaliser la traite négrière pour que ça soit quelque chose qui soit ancré dans les consciences. Professeur Raymond Ebalé, il y a quand même cette loi de Christiane Taubira Delanon, la loi Taubira, sur justement la traite négrière et tout le reste. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un débat très important sur cette question-là? Est-ce qu'il faut aujourd'hui revenir sur cette traite-là, demander des réparations? C'est un débat qui divise même les Africains. Oui. Le président Ouad, à l'époque, à la tête du Sénégal... qui a été assassiné là, Nigérian là, qui voulait soulever cette question. Oui, alors le président, oui tout à fait, le président Ouad a dit je ne veux pas de réparations, alors que le président nigérian justement avait souhaité qu'il y ait des réparations. Bon, justement, c'est ce que Mme Taubira a fait en France. Parce que la loi Taubira, elle était députée. Oui. Elle était députée à cette époque, cette dame, qui s'est battue, ayant constaté qu'en France, l'affaire de la traite négrière est traitée, si je peux ainsi dire, de manière un peu légère. Tu comprends? Donc, elle a travaillé pour que cette loi soit votée à l'Assemblée nationale. Donc, désormais, en France, vous voyez, c'est un problème. Elle a travaillé pour le compte de son pays. Ça fait qu'aujourd'hui, si la France s'arrête pour commémorer l'abolition de la traite, je crois que la loi Taubira y est pour quelque chose. Parce que là, la traite a été reconnue en France comme quelque chose, je ne sais pas si le mot crime contre l'humanité a été prononcé. Cette loi aujourd'hui fait en sorte que la France sera obligée de s'arrêter au moins une fois par an pour faire ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais en Afrique, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a une loi quelconque qui peut être prise pour dire, bon, on vote une loi à l'Assemblée nationale pour désormais commémorer la traite? Pourquoi ne pas faire une journée africaine de la traite négrière où tout le continent africain va s'arrêter, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour dire, pourquoi même pas 2 jours? Pourquoi même pas une semaine? Parce que c'est quelque chose qui nous a manqué et qui a eu des conséquences graves. Ces conséquences, c'est la présence des Noirs aux États-Unis, avec tout ce que cela apporte comme conséquence ici aujourd'hui. C'est la présence des Noirs au Brésil, c'est la présence des Noirs dans ces continents-là. Vous voyez que c'est quelque chose qui a été... qui a marqué la chair, qui a marqué les esprits. Moi, je pense que il faut une prise de conscience des Africains de ce qui s'est passé. Alors, de ce qui s'est passé et comment faire pour que cette prise de conscience touche l'ensemble de la population africaine. Et je pense que là-dessus, l'école est le premier canal. Oui. Alors, professeur Raymond Ebalé, 170 ans après, vous rappeliez tout à l'heure qu'un jeune occidental qui est à l'école primaire sait déjà d'emblée que l'Afrique est pauvre. Alors, élémentaire, il le sait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le retard de l'Afrique est encore une des conséquences de cette traite négrière? Non, bon, là, c'est des thèses... C'est quand même des thèses qu'on entend. Ça, ce sont des thèses... ce sont les Africains aujourd'hui, quand je lis les débats, Facebook continue. Pour moi, aujourd'hui, la thèse selon laquelle c'est l'Occident qui est à la base de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, moi, cette thèse-là, elle est balayée. Vous comprenez? L'Occident a fait ce qu'elle a fait.
Hein? Mais bon, on vous dit qu'il y a des villes en Occident qui sont d'ailleurs que la conséquence du pillage. Du pillage. Nantes, Liverpool, qui sont des grands ports. Alors je vois les villes comme Bordeaux, les villes comme Nantes, les villes comme Liverpool. C'est les villes qui ont été bâties sur le sang des Noirs. Alors je vois, je supporte Liverpool. Oui, supporter Liverpool. Non, la thèse qui dit, bon, c'est la traite qui a fait de l'Afrique. Non, c'est les thèses. La traite était finie, on l'a abolie. Après l'abolition de la traite, je crois, 18e, 19e. Oui, 1848. Voilà. Une autre étape de l'Afrique a commencé avec la colonisation. Hein, mais est-ce que la colonisation n'a pas été facilitée elle-même par le fait que l'Afrique avait déjà été soumise à cette traite? Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Alors là, comment dire? Il y a un lien qui part. Je vais clarifier là-dedans. Le lien part au 15e siècle. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelait les grandes inventions. Absolument. Les grandes inventions du 15e siècle. On a inventé la poudre à canon. Absolument. Figurez-vous que j'ai demandé à mes étudiants de licence dernièrement. Oui. Citez-moi les grandes inventions incapables de le faire. Ils auraient pu aller chercher. Je vais vous amener au coût moyen de... Hein? Les grandes inventions vont créer les grandes découvertes. Bon, on va découvrir l'Amérique. Et c'est la découverte, les grandes découvertes, la découverte de l'Amérique. Hein, je leur ai également demandé s'ils n'ont pas été capables. La découverte, ce qu'on appelait la route des Indes. Les Européens voulaient découvrir d'où viennent les épices. Oui. Et c'est là que le grand voyage va commencer. Les explorations. Oui. Les Portugais vont longer les côtes africaines au XVIe siècle pour découvrir donc l'Amérique. Vous savez que c'est là, c'est le départ. Au départ, les bateaux portugais n'accostaient pas. Oui. Ils étaient un peu en haute mer. Et puis petit à petit... Avec les capacités techniques qui sont améliorées, ils peuvent accoster. Bon, alors ce que je dis, imaginez la première image que les Portugais ont vue de nos parents de cette époque. Nous sommes au 15e siècle. C'était la première fois. Vous comprenez? Et quand j'explique ce cours, je dis ce cours-là, c'est sur l'histoire du développement. Parce que c'est là que ce qu'on appelle le développement commence. Les premières images que les Occidentaux ont vues des Africains au XVIe siècle. Oui. Je vais vous surprendre. C'est la même image que les Occidentaux ont des Africains. Ça n'a pas beaucoup changé. Imaginons nos grands-parents au XVIe siècle. Et pourquoi? Mais ça n'a pas changé parce que maintenant, ils vont mentalement capitaliser ça. Ils disent, regardez, voyez un peu la scène. Professeur, eux, ils étaient habillés. Ils étaient habillés. Imaginez nos parents. Nous ne l'étions pas. Imaginons nos parents au XVIe siècle. Oui, je ne sais pas s'il y avait même déjà ce qu'on appelle à l'époque les caches-sex. Donc ils ont vu des gens, ils disent, ça ce sont les qui. C'est là donc que les images de pauvreté, de misère, ils sont ceci. Et l'histoire écrit que ce sont ces images-là qui vont faire que lorsqu'on va découvrir l'Amérique, et il sera question de trouver la main d'œuvre, on a trouvé des populations là-bas qui ne valent rien, c'est des sauvages, c'est des non-civilisés. Nous allons les prendre pour les amener travailler dans les champs. C'est là que les fondements profonds de la traite. Oui, mais vous soulevez une question qui est, on va dire, peut-être fondamentale dans le rapport Occident-Afrique. Oui. Alors, le regard que l'un jette sur l'autre. Oui. Alors, on a quand même ce sentiment, quand on vous écoute, que l'occidental vient avec ce sentiment de supériorité en regardant l'autre. Mais est-ce que dans l'échange, il ne se rend pas compte, il se rend toujours compte qu'il est supérieur? Oui, j'ai dit oui. Les premiers regards du XVIe siècle, là. Bon, maintenant, ils vont... c'était d'abord la découverte. Après, maintenant, on va commencer les explorations. C'est-à-dire, maintenant, les Européens vont commencer à pénétrer donc à l'intérieur. Vous connaissez les grands noms. L'Interland. Les Savoyans, les Brazza, au Cameroun, les Kunts, les Allemands Kunts qui vont commencer à entrer. Et au fur et à mesure que les Européens vont entrer, les images négatives qu'ils avaient des Africains ne faisaient que se conforter, puisqu'ils vont trouver des gens nus, ils vont trouver des gens, des dents bizarres. Vous comprenez? Ils vont trouver aussi des pratiques comme au niveau des pratiques, l'anthropophagie, le cannibalisme, les pratiques de sorcellerie.
Mais est-ce que ce ne sont pas finalement, professeur, des valeurs qui sont propres? On ne peut pas qualifier ça des valeurs propres à l'Afrique. C'était des valeurs propres à l'Afrique. Qui n'amènent pas forcément à poser un regard de mépris ou de condescendance. Pour l'occidental, vous savez que nous sortons de la... Vous savez que la révolution industrielle en Europe est venue valoriser le standard de vie des Occidentaux. La révolution industrielle a valorisé le standard de vie des Occidentaux. C'est-à-dire quand la révolution industrielle arrive, l'Europe s'est enrichie et la vie des populations européennes s'est un peu améliorée. Et cela a coïncidé donc avec le contact donc avec les Africains, avec toutes ces images que... Pour mettre en pratique. Et je dis, ce sont ces premiers regards que les Occidentaux, puisqu'il fallait faire des photos pour envoyer en Afrique, il faut lire l'ouvrage de... C'est un ouvrage édifiant que je n'ai pas pu terminer. Oui. Hein, le Jean-Marc est là. Ah oui. Le cri de l'homme africain. Le cri de l'homme africain. Oui, le cri de l'homme africain. Le professeur Jean-Marc est là. Bon, mais Jean-Marc est là a développé l'aspect, la démarche des missionnaires. Oui. Parce qu'il montre que pour que les missionnaires aient les financements en Afrique, au moment où ils pénétraient avec les colons, il fallait que ces photos-là, que les missionnaires envoient ces photos en Occident. Et plus les photos étaient pires, plus les missions avaient les financements. Si vous lisez ce livre, vous n'allez pas lire. J'ai lu 2 chapitres, j'ai arrêté parce que c'est un des livres qui m'a qui a failli mettre une certaine... Bon, qui avait mis une certaine haine envers mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais alors, est-ce que cela... Et c'est là le début de la traite. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens? Lorsque l'Amérique commence à produire la canne à sucre, qu'on a fini de massacrer les Indiens, il faut aller chercher maintenant... Il y a des populations là qui ne valent rien, c'est des Noirs. Oui, et c'est comme ça que la traite de Bartholomé de Las Casas va quand même peser. Voilà. Il va dire, bon voilà, les Noirs, les Indiens, ils ne sont pas possibles, on ne peut pas les utiliser. Mais il faut prendre les Noirs. Il faut prendre les Noirs. Les Noirs n'ont pas d'âme. Avec l'encouragement de l'Église catholique. Avec l'encouragement de l'Église catholique. C'est le pape. Les papes encouragés, mais on ne revient plus sur les papes. Parce que je crois que le pape Jean-Paul II avait déjà demandé pardon à Dakar. Je crois c'était au début des années, je pense début des années 80. Et c'est comme ça que la traite va commencer. Voilà, ce sont les origines lointaines de la traite. Et puis, ça va durer 1 siècle, 2 siècles. Mais est-ce que ce n'est pas une faiblesse finalement, professeur, de penser que lorsque vous trouvez des gens, de les étiqueter une fois pour toutes, en vous disant, bon, ils sont inférieurs à moi, moi je suis supérieur. Est-ce que finalement ce n'est pas une faiblesse de votre part, vous qui arrivez à le penser? Est-ce que les Occidentaux, en se disant, oui, nous avons affaire à des barbares ou à des gens sous-civilisés? Oui, c'était une question de niveau de civilisation. Vous savez que le 18e siècle des Lumières, c'était au moment où l'Europe rayonnait. Vous voyez? Et ces images ont conforté les Européens dans leur supériorité. Et ce que je dis toujours à mes étudiants lorsqu'on essaie de faire ce cours, c'est que cette image que les Occidentaux ont eue de nous au 16e, c'est cette image qui demeure aujourd'hui. Parce que cette image-là, quand la traite va finir, c'est cette image-là qui va encourager dans les années après la Première Guerre mondiale. Bon, ça va devenir maintenant un problème de conscience. Ils n'arrivent pas à se développer. C'est là que viendra le concept de développement. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens? La question que les Occidentaux se sont posées au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens? Les premières réponses sont venues des missionnaires. Bon, les missionnaires ont commenté donc l'œuvre d'évangélisation. Pendant que les missionnaires faisaient l'œuvre d'évangélisation, maintenant les colons, les militaires, ils allaient avec les ingénieurs, ils classaient, disaient, ici il y a le pétrole, et ils faisaient les inventaires. Ce sont ces inventaires qui vont servir donc maintenant à l'exploitation coloniale. Quand la colonisation finit, on se rend compte que les Africains n'ont toujours pas de niveau. Et jusqu'à aujourd'hui, je le dis, la question que les Occidentaux, les Européens se posaient au 16e, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens? Cette question subit jusqu'à aujourd'hui. Puisque la question continue aujourd'hui en Afrique pour demander qu'est-ce qu'on peut faire des Africains? D'où donc ce qu'on appelle l'aide publique au développement, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Ils ne savent pas gérer, allons les aider à gérer. Pour les aider à gérer, on va créer quelque chose qui s'appelle les plans d'ajustement structurel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Non, ça ne va plus. Appelons les pays pauvres, pauvres très endettés. Ce qui est regrettable, c'est que les Africains se complaisent en ça parce qu'ils ne connaissent pas
comme je le dis, ne connaissent pas les sources historiques de ce que les Occidentaux nous imposent. Bon. Qui découle quand même de cette traite négrière. Mais oui, il y a une conséquence quand même. On parlait de la conséquence économique. Oui, les conséquences économiques de la traite. Alors la traite, il y a quand même eu que cette pauvreté est restée assez endémique et sur une très longue période, professeur. Oui. On n'a pas... il y a quand même ces ressources de l'Afrique qui ont été pompées. D'abord, les ressources humaines et avec cet appauvrissement en population. Bon, oui, monsieur Zougo, c'est une question un peu délicate, cette question des conséquences économiques. Oui, on se pose aussi la question. Si ces Africains n'étaient pas allés en Amérique, bon, l'Afrique vivait de quoi à cette période? Bon, on vivait de quoi? Cette main-d'œuvre servait à quoi? Bon, vous allez voir que la grande majorité, c'était une main-d'œuvre qui était généralement au service des grands chefs. Oui. C'était une main-d'œuvre qui était au service des grands chefs. Bon, maintenant, donc, interrogation, peut-être qu'on n'a pas encore fait le reste là-dessus, c'est de poser la question que, bon, maintenant, lorsque la modernité allait arriver, vous comprenez? Imaginons qu'il n'y a pas eu traite. Et que lorsque les Portugais, les Européens commencent à prendre l'Afrique au 18e, 19e siècle, que toute cette main-d'œuvre allait être là. Parce que c'est l'Europe qui a apporté la modernité, celle qu'on vit en ce moment. Bon, qu'est-ce que la modernité allait faire sur cette population? On se pose encore la question, comment l'Europe allait gérer cette population africaine qui n'a pas été exportée par la traite négrière? Ça, c'est une question. Est-ce que ça allait donc être de l'esclavagisme moderne, comme celui d'aujourd'hui? Esclavagisme moderne du fait que techniquement l'Afrique n'avait pas évolué. Ça signifie que cette main-d'œuvre-là, qui n'allait pas partir en déportation en Amérique, allait être au service de l'Europe, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez? Moi, je me dis peut-être que le niveau de développement de l'Europe aurait été plus que ce qu'il est aujourd'hui, parce que ça allait vraiment être une main-d'œuvre. Imaginez, vous comprenez, les Européens commencent à pénétrer au 18e, et que depuis le 18e jusqu'à l'indépendance, je prends l'exemple dans les années 60, que cette main-d'œuvre était au service de l'Europe. Bon. Monsieur le Premier ministre français, comment il s'appelle, qui a voulu montrer l'importance de la colonisation. La colonisation a eu des apports chez nous ici. Mais comparé à ce que l'Europe aurait gagné en trouvant une main-d'œuvre disponible qui n'a pas été victime d'une traite, je crois que c'est l'Europe qui aurait été de toute façon gagnant. Mais comme nous parlions de la traite, moi je pense que c'est quelque chose que les Africains doivent chercher à capitaliser. Mais il y a eu... C'est des choses simples. Vous dites quelque chose sur le regard. Alors aujourd'hui, on est quand même un siècle, près de 2 siècles après. Alors, est-ce que le regard qu'on a sur le noir a changé? Vous nous dites que ces premiers regards restent les mêmes, celui du XVIe siècle. On n'a pas beaucoup changé jusqu'ici. On le voit aux États-Unis, par exemple, où on tire sur des noirs comme sur des pigeons. Est-ce que je ne sais pas? Il y a quand même des noirs qui ont beaucoup... On a beaucoup évolué, les données ont beaucoup changé. Non, je vous dis, c'est ma propre observation, que le regard que l'Occident a du noir, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et maintenant, la question, comment faire pour renverser la donne? Comment faire pour renverser? Là, il va falloir que nous faisions notre propre révolution interne. Hein, parce qu'on a l'impression que l'homme noir, il se complaît lui-même dans ce complexe. Hein, parce que on parlait tout à l'heure d'infériorité. Voilà, on parlait tout à l'heure de monsieur Bolloré. Hein. Lorsque monsieur Bolloré vient s'asseoir en face d'un ministre africain, parfois, c'est des ministres comme moi, ont fait près de 10 ans en Europe. Vous avez été dans ces sociétés, vous savez comment. Bon, lorsqu'un ministre africain vient s'asseoir devant monsieur Bolloré, qu'est-ce qui fait le complexe? C'est de l'écouter. Hein, et de dire, bon, voilà, vous apportez quoi? Comment on peut discuter? Comment pour essayer de faire quelque chose qui est de gagnant-gagnant? Moi, je crois que de ce côté, il y a des pays qui essaient aujourd'hui de sortir un peu de cet engrenage. Et un des pays africains qui est en tête, c'est le Ghana. Vous voyez qu'au Ghana, le président ghanéen a dit à M. Macron face à face que cette affaire d'aide extérieure-là, le Ghana dit qu'il n'en veut plus. Il n'en veut plus de l'argent du FMI, il ne veut plus de l'argent de la France. Le Ghana a envie maintenant de chercher ses propres ressources pour son développement. Le Ghana aujourd'hui est un des pays où
pas comme ici au Cameroun. On dit qu'il y a des petits-enfants de moins de 30 ans qui viennent du FMI, qui viennent faire, voir le suivi économique du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a fait de son économie au cours du premier trimestre? Vous comprenez? Qui arrive en Simalène, qui dorme au Hilton, il rencontre le ministre des Finances, peut-être il rencontre le Premier ministre, et puis il rentre à Washington pour dire non, le Cameroun est sur la bonne voie. Qui sont des jeunes, des jeunes qui sont formés, comme nos jeunes qui sont dans les universités. Au Ghana, ça ne se passe plus comme ça. Vous venez du FMI, on vous met aussi en rapport avec les experts ghanéens. Vous allez apporter vos matrices de l'économie ghanéenne. Les jeunes Ghanéens vont aussi déposer leur matrice de l'économie ghanéenne et vous allez discuter. Et ils vont vous convaincre que ce que vous avez, puisque vous vivez à Washington, vous ne vivez pas, vous ne vivez pas à Yaoundé. Vous ne pouvez pas venir de Washington en 3 jours pour dire vous venez évaluer le Cameroun. Vous venez évaluer le Cameroun sur la base de quoi? Moi, je dis là-dessus le complexe de... Le Cameroun a des ressources ici qui peuvent évaluer l'économie camerounaise, fait un rapport au gouvernement et le lui donner. Donc moi je pense que c'est à nous-mêmes de prendre conscience de cela. C'est vrai, c'est des choses qui sont restées dans l'intimité des Africains, la traite négrière, la colonisation. La colonisation, elle est passée. La thèse, nous sommes ceci à cause de la colonisation, c'est une thèse qui ne tient plus. On vous a donné l'indépendance, on vous a dit de gérer vos pays. Vous êtes capable de gérer vos pays maintenant pour défendre vos intérêts. Mais en ce qui concerne la traite, moi je pense que j'ai eu honte d'entendre que la France célèbre l'abolition de la traite. Mais en Afrique, ici, j'ai suivi les informations. Je n'ai pas suivi une commémoration. Je n'ai pas suivi qu'il y a une journée africaine journée africaine de souvenir. Vous savez qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, essayez de dire dans un média français ou européen que non, c'est que Hitler a fait là, c'est rien. Vous allez être la cible parce qu'Israël a réussi à capitaliser et à entrer cela dans la mémoire collectif du monde entier que ce que Hitler a fait aux Juifs était négatif. Je pense que lorsque les Africains vont arriver à ce niveau, de mettre dans la conscience du monde entier que la traite négrière a été quelque chose d'inhumain et de crucial, et les gens n'en parleront plus de manière légère. Donc c'est à nous de le faire. Mais les chefs d'État africains, vous les voyez, c'est eux qui peuvent impulser. Mais je dis donc que c'est quelque chose, c'est une affaire politique. C'est une affaire politique. Madame Taubira, elle n'était que simple députée. Elle a réussi à imposer cette loi à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a de la traite des gains en France, un autre regard. Elle n'était que députée. Pourquoi pas un député camerounais peut aussi se lever et dire, moi je fais un projet de loi pour faire de telle journée, une journée de souvenir de la traite. Et de le faire en collaboration avec les historiens. Bon, les historiens sont là pour vous aider, monsieur les députés. Alors, j'espère qu'ils vous entendent, les députés, et qu'ils pourront justement faire appel à vous pour mener ce genre de travaux. Alors, je ne sais pas, professeur Raymond Ebalé, on a quand même vu, je parlais de la question de ce regard qui est jeté sur le noir aujourd'hui dans le monde. On a vu le cas des États-Unis, où la ségrégation, on l'a connue à l'époque où elle était incandescente, avec le combat de Martin Luther King, ou encore d'autres leaders noirs qui ont malheureusement été tous, pour la plupart, souvent assassinés, qu'ils aient été violents. Malcolm X, violent ou non violent, comme Martin Luther King, qui ont été assassinés. Alors, il y a quand même que on n'a pas eu le sentiment, on a le sentiment qu'on est dans une impasse, et on a vu ces derniers temps aux États-Unis, alors même que Barack Obama a été élu président des États-Unis pour un noir pour la première fois, on a vu un regain de violence contre les noirs, des noirs tués par des policiers comme des pigeons, et d'aucuns disent que c'est une réaction contre le fait qu'un noir a pu enfin accéder à la présidence des États-Unis. Oui, ce qui se passe aux États-Unis, moi je pense que c'est... Bon, vous allez d'abord voir qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, il n'y a plus véritablement de leader noir. De la trame de Martin Luther King, depuis que Jesse Jackson s'est fatigué, il n'y a vraiment plus en ce moment un leader noir qui porte les idées, qui se met en avant, comme l'a été les Malcolm X et tout ce qu'on a cité. Barack Obama n'a pas été un leader noir, vous le savez très bien. Barack Obama n'a pas été un leader noir. Bon,
Mais il était président de la République, il n'aurait pas pu il a été président de la prendre République. Position carrément pour... mais on n'a pas vu dans la vie de Barack Obama un parcours d'un leader défendant la cause noire, comme l'a été, comme l'a dit les Martin Luther, les Jesse Jackson. Jesse Jackson s'est vraiment battu aux États-Unis. Il a pu gravir des échelons politiques. Il a même été candidat à la présidentielle. À la présidentielle. Mais sur la base d'un parcours politique, un parcours de leader de la défense de la cause noire. Ça n'a pas été le cas de Barack Obama. Je crois que Barack Obama, il a été sénateur, de sénateur de cooptage en cooptage. Et je pense que c'est là que vient le paradoxe avec Obama. Parce qu'Obama était un leader de la défense de la cause noire depuis la base, qu'il aurait peut-être pris des mesures. Et pour moi, ça a été vraiment une des grandes déceptions de ce monsieur, qui soit reparti 8 ans après et qu'on continue de tirer sur les Noirs dans la rue. Il n'a pas vraiment pris une mesure. C'est comme s'il était réservé. C'est comme si à un moment il se disait « je suis noir, je ne suis pas noir ». Et aujourd'hui, je pense que c'est l'idéologie politique maintenant. C'est l'idéologie politique qui essaime aux États-Unis, qui est à l'origine de ce qui est... L'idéologie politique, laquelle vous dites, c'est le racisme qui revient? Oui, c'est le racisme qui revient, parce qu'il y a ce vide là. C'est toujours cette image du noir arrivé enchaîné aux États-Unis, qui travaille dans les champs de coton, c'est ça qui est perdu. Et moi je dis, c'est à cause de ces vides qu'aujourd'hui aux États-Unis, les Américains noirs, les Africains américains aux États-Unis, je n'ont plus de leaders qui puissent défendre véritablement, qui puissent défendre évidemment. Bon, je ne connais pas la configuration de la Chambre des représentants aux États-Unis ou du Sénat pour savoir combien de Noirs il y a là-bas. Même à ce niveau-là, on n'entend pas véritablement des hommes politiques noirs se lever pour dire assez, il y en a assez. Hein, ou bien d'appeler les Noirs peut-être à des manifestations. Comme à l'époque, avec Martin Luther King, des millions de Noirs qui venaient. Et alors on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les Noirs sont... la communauté noire américaine est abandonnée à elle-même. Et maintenant, lorsque vous avez des partis politiques, des idéologies politiques qui s'élèvent encore... quand bien même celui qui est là maintenant, il est républicain, on vous dit que des organisations telles que le Ku Klux Klan émergent encore aux États-Unis. Mais par contre, de l'autre côté, dans la communauté, on a l'impression qu'il n'y a même pas un semblant d'organisation. Parce que même s'il faut appeler même une manifestation noire aujourd'hui, on ne sait pas qui prend la parole pour dire. Et je pense qu'il faut que les Noirs américains prennent conscience, parce que je sais qu'ils avaient porté beaucoup d'espoir sur Barack Obama, mais Barack Obama n'a pas réussi vraiment à le faire. Il n'y a plus de leader charismatique dans la communauté noire aux États-Unis. Alors, est-ce que cela, il y a des mouvements de retour en Afrique, au Ghana notamment, vous citiez le Ghana tout à l'heure, il y a des Noirs qui reviennent, des Africains-Américains qui reviennent, il y en a aussi qui reviennent, qui ont cherché leurs ADN, leur généalogie, leur arbre généalogique pour dire, et qui ont retrouvé souvent d'où ils venaient, notamment Alex Haley, qui nous avait donné cet extraordinaire ouvrage, Racine, d'ailleurs, qui a été, adapté au cinéma. Voilà. Et donc, c'est un mouvement qui est très important. Est-ce que ça peut être aussi une piste de retour des Noirs vers l'Afrique pour, non pas recoloniser, mais pour recontribuer d'une certaine manière à remettre l'Afrique? Je me souviens, dans les années 90, c'est un mouvement qui a commencé à prendre naissance dans les années 90. Parce que je me souviens à l'époque, le président Bongo avait déjà pris un certain nombre de mesures. Oui, M. Zogo. Ces gens-là, ils ont envie de venir en Afrique. Mais ils vont venir dans quelle Afrique? Ils veulent venir en Afrique. Mais dans quelle Afrique? Ils veulent venir investir en Afrique. Mais ils vont aller investir dans quel pays africain? Je prends surtout le cas des pays africains noirs. Alors, vous prenez le long de la côte africaine, vous tournez, vous prenez la Guinée, le Togo, le Ghana, qui est un peu stable. Hein? Qui est en train de faire des choses importantes. Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Gabon, jusqu'au fond. Mais ces gens vont venir investir où? Avec les instabilités, avec les guerres internes.
ils se disent, oui, on va aller investir en Afrique, mais on va aller investir dans quel pays africain? Les investisseurs cherchent la stabilité politique. Les investisseurs cherchent des facilités. Il faut qu'ils trouvent un environnement sain. Mais lorsque les Africains américains vont suivre, parce qu'ils suivent, on dit, ah, le Cameroun, pays le plus corrompu, pays le plus corrompu d'Afrique. Oh, Côte d'Ivoire, ça peut se déclencher à tout moment. Au Togo, la vie a arrêté là-bas depuis un mois parce que l'opposition est dans la rue. Bon, ça décourage. Maintenant, on peut les attirer, ils veulent venir, mais il faut qu'ils trouvent ici chez nous un environnement sain qui va favoriser leur investissement. Bon, moi, je dis que c'est une piste qui a déjà été évoquée dans les années 90. Je ne sais pas si on en a déjà fait un bilan. Peut-être il faut aller voir au Ghana ce qu'ils sont en train de faire au Ghana. Mais c'est des gens qui cherchent des pays stables, comme tous les investisseurs. C'est des gens qui cherchent des pays sains. Hein? C'est des gens qui cherchent surtout des pays à la gouvernance. C'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. C'est le problème de la gouvernance. Il faut qu'ils trouvent une gouvernance saine pour investir et s'installer. Bon, maintenant, qu'est-ce que les pays africains font pour les attirer? J'ai l'impression que ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas pour les attirer, c'est plutôt pour les repousser. Alors, dans ce cas-là, est-ce que demain, dans quel sens il faut envisager l'utilisation de cette question de la traite négrière pour l'Afrique? Il faut dépasser, vous citez le cas d'Israël, cette mobilisation autour, mais on a quand même vu aussi que les sites qui ont permis, vous citiez Bimbia tout à l'heure, on voit Gorée au Sénégal, on voit aussi le Ghana justement, sur la côte ghanéenne, qui sont des grands points qui peuvent aujourd'hui, qui font d'ailleurs entrer des ressources. Hein. Ce n'est pas négligeable, professeur. Oui, là, c'est d'abord aux politiques. Hein. Lorsque les politiques ont pris conscience, lorsque les politiques ont vu l'intérêt, parce que ça peut faire toute une chaîne, comme vous êtes en train de dire là. C'est une chaîne qui peut partir d'une histoire vraiment douloureuse, une chaîne qui peut atterrir pour être une source de revenus, même de manière touristique, pour attirer, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, des Américains, Africains qui viennent voir. Maintenant, mais c'est à nous donc de chercher, première piste, comment valoriser cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser? Bon, je prends un cas concret qui est le cas de notre pays, le Cameroun. À quel ministère au Cameroun confier une telle charge de dire la traite négrière a été une mauvaise chose, nous allons donner une plus-value à cet événement historique qui a touché notre chair, pour que les jeunes générations en prennent conscience, pas pour l'utiliser de manière négative, mais au moins qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé. Nous donnons ça à quel ministère? Et qu'est-ce que nous devons faire? Comment le Sénégal a fait pour valoriser Gorée, qui est devenu un grand lieu, un grand centre touristique. Bon, mais là, on a bien vu que Bimbia ici, quand même, il y avait une fondation américaine qui va construire, qui a jeté son dévolu sur Bimbia et qui va y travailler. Mais on ne sait pas trop. Quand vous dites ministère, on voit ministère des Arts et de la Culture, peut-être ministère aussi de l'enseignement supérieur. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, est-ce que c'est à une fondation américaine de quitter l'Amérique pour venir faire un travail de celui-là? C'est que nous-mêmes, nous avons pris cela à la négligence. C'est un travail qui doit associer d'abord les historiens, qu'on donne ce travail aux historiens, de faire un état de lieu de ce qu'a été la traite au Cameroun, quels ont été les grands lieux de la traite. Bon, ce n'est pas ma spécialité. Absolument. Bimbia est déjà là. Je crois que Bimbia, c'était le lieu où on parquait les esclaves avant de les transporter. On peut faire de Bimbia un grand centre. Et maintenant, chercher à vendre un Bimbia. Comment vendre un Bimbia? Il faut d'abord chercher à vendre Bimbia au niveau national. Oui. Avant de voir maintenant comment nous allons vendre Bimbia au niveau international. Et notamment
aux États-Unis, mais à quoi servent les ambassades? C'est à ça que servent les ambassades. Oui. Les ambassades ne sont pas les endroits pour faire l'échange de courriers diplomatiques. Une ambassade a pour rôle, n'est-ce pas, de représenter tout un pays dans un autre pays. On donne ce travail à l'ambassade des États-Unis pour faire des prospectus, pour faire des prospectus, pour faire des prospectus. Et voilà. Maintenant, on voit les ministères qui peuvent gérer ça. Oui. Vous avez dit le ministère de la culture, enseignement supérieur, enseignement secondaire. Bon, enseignement secondaire. Oui, éducation de base. Éducation de base. Parce que, voilà notre aspect. Hein. Qu'est-ce qui est dit de la traite dans les programmes scolaires? Comment la traite est enseignée? Il faut commencer à enseigner la traite, pourquoi pas à la maternelle? Bon, s'ils ne peuvent pas comprendre la maternelle, qu'on enseigne la traite à l'école primaire. Hein? Qu'on enseigne la traite au collège. Bon, qu'on enseigne la traite peut-être dans les universités de manière... bon, je me réjouis, je pense qu'au département d'histoire de l'université Yaoundé 1, je crois qu'il y a... je crois qu'ils ont dû mettre quelque chose en place. Oui, tout à fait. Le professeur Idrissou, oui, tout à fait. Qui est devenu recteur. Oui, ils ont créé, je crois qu'ils ont quelque chose dans ce sens. Absolument. Le professeur Idrissou a fait un travail assez remarquable. Ils sont en train de faire là-dessus avec le professeur Fomi, qui est maintenant au département d'histoire de l'université de Bouya. Bon, voilà des personnes ressources qu'on peut prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela s'améliore? Bon, on l'a dit. Si les autres pays africains ne veulent pas prendre cela au sérieux, vous allez voir que beaucoup de pays qui ont surtout souffert de la traite, ce sont les pays qui avaient une ouverture sur la mer, dont le Cameroun. Mais que le Cameroun prenne ses responsabilités pour instituer une journée de commémoration, une journée de souvenir de la traite négrière. Peut-être que tel que je suis là, peut-être mon arrière-grand-père est parti. Vous comprenez? Peut-être que le sang que je porte aujourd'hui, peut-être ce n'est pas ce sang que je devais porter, parce que comme mon arrière-grand-père est parti, une autre personne s'est chargée de mon arrière-grand-mère. Vous voyez, c'est très important. Le gouvernement peut prendre la responsabilité d'instituer une journée de la traite. L'Assemblée nationale peut prendre une loi, comme Taubira fait une loi. Parce que maintenant, en France, ce qu'on appelle le négationnisme, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire aujourd'hui en France que la traite a été une simple chose, la traite, on s'en fout. Si vous parlez comme ça aujourd'hui en France, on vous porte plainte. Vous n'avez plus le droit de parler négativement de la traite négrière. Pourquoi la France fait ça alors que c'est nous qui avons été victimes? Le gouvernement peut créer une journée de commémoration de la traite. Hein? On a fait une journée peut-être fériée. On organise des conférences, on organise des excursions. Et puis, c'est déjà ça. De ce côté, les Occidentaux sont très en avance. Hein, parce qu'eux, ils valorisent leur histoire, hein, les faits marquants de leur histoire. En Afrique, on a l'impression que les faits marquants de l'histoire, je le disais à quelqu'un dernièrement, les Africains se vantent de Cheikh Anta Diop. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de l'héritage de Cheikh Anta Diop aujourd'hui? Cheikh Anta Diop vous a prouvé que les premiers grands savants de cette terre étaient des Noirs. Vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Il a démontré que les mathématiques, tout ça a été créé par les Grecs venaient en Égypte pour apprendre Pythagore et tout le reste. Ils sont venus apprendre en Égypte. Qu'est-ce que vous avez fait? Cheikh Anta Diop, tout comme Kwame Nkrumah, a montré l'importance du panafricanisme d'un État fédéral africain. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Mais c'est de le citer. Et d'ailleurs, beaucoup plus pour du panafricanisme de Pakoti qui n'a plus rien à voir avec les thèses de Kwame Nkrumah, elle qui était noble. Beaucoup se servent aujourd'hui de ces questions-là parfois pour mettre en avant des intérêts qui sont en réalité très et c'est ça qui accompagne. Et maintenant, on fait donc de Bimbia un grand centre pour la connaissance. Je ne sais pas, on peut me créer une université là uniquement pour parler de ça. Puisque les gens viendront de loin, créer là un hôtel, créer là une grande bibliothèque, faites de cela un lieu de pèlerinage. Je pense que le professeur Fomi
l'a souvent fait avec ses étudiants. Oui, il a régulièrement amené les étudiants à Bimbia pour voir et de former donc les gens qui vont entretenir ça, intéresser les jeunes historiens dans les universités. Il y a ce qu'on pourra former comme guide. On refait toute l'histoire de Bimbia quand les gens viennent. On vous dit que le guide de Gorée, c'est un monsieur qui a établi sa renommée. Moi, je pense que M. Sogou, en faisant des choses simples comme ça, on va voir l'importance de l'histoire et on va surtout voir l'importance des historiens. Parce qu'on n'a pas encore mesuré l'importance des historiens en Afrique. Absolument. Et au Cameroun, naturellement. Dans tous les pays africains. J'ai dit, et je ne cesserai de le dire, je le dis souvent à mes étudiants, le jour que les présidents africains, les chefs d'État africains, vont comprendre l'importance d'avoir des conseillers historiques dans leur palais, beaucoup de choses vont changer. Et nous allons éviter beaucoup de choses. Vous allez voir dans les palais africains, c'est des conseillers, c'est des juristes, c'est des économistes, il n'y a pas d'historiens. Je suis partant pour le poste. Je suis partant. C'est très important parce que un conseiller historique, je vais un peu citer, la Bible dit que rien ne se crée. Vous comprenez? Vous allez peut-être, Paul Biya, le New Deal. Vous connaissez ce terme-là? Oui, Roosevelt. Le renouveau. Le renouveau, oui, tout à fait. Est-ce que quand notre président amène le renouveau, le New Deal, le New Deal n'est pas un terme nouveau. Le New Deal, c'est une expression qui est née dans un contexte, la crise de 1929 par Roosevelt, pour relever les États-Unis de la crise. Alors, monsieur le président, quand vous dites que vous allez instaurer le New Deal au Cameroun, ça inspire un autre New Deal qui a eu lieu quelque part. Et les États-Unis, c'est le pays qui est le plus rapide, qui s'est relevé le plus rapidement de la crise de 1929. Maintenant, comment Roosevelt a fait? Moi, conseiller historique, je dis, monsieur le président, voici ce que Roosevelt a fait, voici Roosevelt. Et je donne à son appréciation. Vous comprenez? Beaucoup de conflits naissent ici dans nos territoires africains parce que les présidents n'ont pas de conseillers historiques. Vous dites, monsieur le président, sur cette région-là, il y a des spécialistes. Monsieur Zogo, je vais vous surprendre que ne pensez pas qu'un Macron ou un président africain ou un président européen, français qui va en visite à Chine, il n'a pas dans son avion des spécialistes historiques sur la Chine. Ils sont là. Vous comprenez? Pour expliquer un certain nombre de choses. Mais en Afrique, ce n'est pas encore ça. Mais je dis que c'est quelque chose que les présidents africains doivent commencer à copier. Prenez à côté de vous. Moi, je suis historien de l'économie. Prenez un conseiller en histoire économique, monsieur le président. Parce que les choses que vous allez faire en économie, là, ça a eu lieu quelque part. Je peux vous faire le briefing de ce qu'il y a eu et comment cela s'est passé pour prendre la décision. Il y a des historiens politiques, il y a des historiens culturels, il y a beaucoup de spécialités. Absolument. Si nous mettons tous deux, beaucoup de choses seraient évitées. Énormément de choses. Merci à la prise de décision. Merci, professeur Raymond Ebalé. Je rappelle que vous êtes historien économique, spécialiste des questions économiques et que vous nous avez fait l'amitié de venir sur le plateau de Géopolis, nous entretenir sur le cas Vincent Bolloré et sur les suites de l'abolition de la traite négrière 170 ans plus tard. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, je vous remercie aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes pendant ce débat Géopolis. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30. C'est uniquement sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, restez en compagnie de nos programmes. Ne bougez pas.